peux dire. Puis à partir de là, dépendant des stratégies, mais ça va dépendre de ce que les gens ont besoin. Parfait. Puis en parlant de stratégie, on a sauté la question, mais as-tu des stratégies présentement pour les gens dans la situation présentement du COVID, puis aussi pour qu'ils peuvent s'appliquer pour les en dehors ou l'après-COVID? OK. Ben, en fait, pour l'aspect COVID actuellement, là, c'est sûr que là, probablement qu'il est déjà un peu trop tard pour bien des gens. Mais l'aspect de demander un report des taux des versements hypothécaires ou de demander un report des paiements des cartes de crédit ou des marges de crédit de ces prêts-là, là, ça, j'aurais tendance à dire, c'est à éviter. OK, parfait, c'est bon ça. C'est parce que il y en a peut-être qui vont vous dire ouais, mais on va pas marquer que tu n'as pas fait de paiement ce mois-ci à tes dossiers de crédit. Peut-être. Par contre, là, la problématique, c'est qu'on ne sait pas exactement comment ça va se passer, mais il y a une chose que je suis certain, c'est que les institutions financières, ils donnent, mais ils marquent à quelque part toutes les informations. Donc, si vous avez demandé ça, c'est fou, là. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire de voir à quel point que le monde était mal foutu financièrement. Avec cette crise-là, ça nous l'a prouvé. Là, oui, c'est ça. C'est genre une semaine après de confinement, tout le monde capote. Les gouvernements commencent à donner des subventions, des cadeaux, du cash. Les banques commencent à accepter à reporter des rapports. C'est comme, hey, une semaine. Il suffit d'une semaine pour que tu sois plus capable de payer tes cartes de crédit, que tu sois plus capable de payer tes versements hypothécaires. Moi, personnellement, là, si je serais une institution financière, cette personne-là, ce nom-là, là, c'est genre, plus jamais je prête à cette personne-là. Il suffit d'une crise. Hey, après une semaine, c'est quand est-ce que ça a commencé? C'est genre les alentours du 15 mars ou dans ces alentours-là, 20 mars. Ouais, exact. Je me rappelle pas la date, là, mais tu sais, c'est dans ces eaux-là. Moi c'était fou, là. Je revenais de mon congé parental. Ma dernière journée de congé parental, c'était le 15 mars. Fait que le 16 mars, c'était ma première journée officiellement de retour au travail. Puis je pense que ça a pris quelques jours, là, puis oups, on retourne en confinement. Moi, ça faisait déjà 2 mois que j'étais en confinement, tu sais. Puis carrément. Fait que là, je retourne, je le suis encore. Mais ça m'a frappé à quel point les gens, là, c'est comme les gens ont été en confinement des alentours du 15-20, puis tous ces gens-là qui ont été en confinement n'étaient même pas capables de payer son hypothèque qui était juste 15 jours plus tard, 10 jours plus tard. C'était la peur, la crainte, là. C'est capoté, là. Fait que si vous ne l'avez pas fait encore, évitez d'appeler pour demander un report de votre carte de crédit ou de votre financement hypothécaire, parce que c'est clairement une grosse démonstration de votre incapacité à gérer vos finances. Carrément. Un petit truc que je peux donner qui est intéressant pour ça, là. Mettons, vous avez vraiment perdu votre job, vous n'avez pas de cash qui est rentré. Ça c'est encore pire, là. J'ai comme... Ça, là, je l'ai trouvé bizarre, là. Les gens, là, ont même pas reçu leur dernier... Ils se sont fait mettre dehors, ce qui veut dire que ils ont encore 1 ou 2 semaines de paye à venir parce que t'es pas toujours payé la journée que tu travailles. Tu es payé 1 semaine ou 2 semaines plus tard. Fait qu'ils sont payés 2 semaines plus tard, puis avant même de recevoir leur paye, ils appellent pour dire qu'ils ne seront pas capables de payer leur hypothèque et leur carte de crédit. Déjà, ça, en partant, c'est bizarre. De 1, puis de 2, ben, tu reçois ton 4%. Fait que tu reçois un montant de plus même. Plus. En plus, tu sais que tu vas demander probablement le chômage. Fait que c'est comme, en tout cas, moi j'ai trouvé ça extraordinaire de voir à quel point il y a beaucoup de gens qui se sont rués vers ça. Fait que si vous ne l'avez pas fait, faites-le pas le plus possible. Puis un petit truc qui est bon maintenant dans cette situation-là, puis qui peut être bon plus tard dans certaines situations, c'est que, mettons, vous n'avez pas l'argent, là, vraiment vous n'avez pas l'argent pour payer vos comptes. Prenez votre carte de crédit, allez à la banque. Mettez la carte dans le guichet automatique, faites votre NIP, faites un retrait en argent, prenez cet argent-là, puis faites les paiements que vous avez à faire. Même si c'est la même carte. Mettons, tu vas, je dis n'importe quoi, là, tu prends une carte de crédit Visa CIBC. Tu vas chez CIBC, tu fais le retrait dans le guichet automatique CIBC, tu fais un retrait de 500$. Tu prends ces 500$-là,
tu le déposes dans ton compte de banque, puis tu fais un paiement de ta carte CIBC. Fait qu'en dedans de 2 jours, tu as retiré l'argent, tu as remis l'argent, tu as fait ton paiement. Eux autres, la banque, là, elle s'en fout, là. Ça, c'est juste une façon de savoir que quelqu'un est capable de gérer ses finances. Tu sais que tu ne seras pas capable de payer, ben, tu sors de l'argent, puis tu fais ton paiement. Fait qu'au dossier de crédit, wow, ton paiement est fait. Il reste parfait, il reste parfait. Pas de paiement en retard. Tu n'as pas eu besoin de négocier avec ta banque, quoi que ce soit. Tu as géré toi-même tes affaires. Ça, c'est un truc que j'ai découvert dans le passé quand j'ai eu des problèmes financiers, puis que je voulais m'assurer que mes dossiers de crédit restent bons. Fait c'est ça, je faisais des retraits en argent, puis je faisais les paiements des autres cartes de crédit ou des autres comptes que j'avais à faire pour m'assurer que mes dossiers de crédit étaient vraiment sur la coche. Puis, tu sais, c'est temporaire, là. Tu sais, probablement, là, tu sais, ils parlent déjà de commencer à retourner aux écoles, de réouvrir l'économie. Fait que finalement, ça va être une crise de 1 mois. On s'entend-tu qu'un mois, je ne sais pas c'est quoi les dépenses des gens, mais mettons que ton budget fait en sorte que tu dépenses 3 000 $ par mois. Ben, techniquement, si tu n'as pas eu de revenu, tu t'es endetté de 3 000 $. À moins que tu aies un revenu de 15 000 ou de 20 000, là, c'est sûr que c'est beaucoup, mais la majorité des gens ont un petit peu plus que ça. C'est pas difficile tant que ça de revenir d'un 3 000 $ de dépenses, là. Donc, on peut s'endetter pour dire qu'on laisse toutes les affaires clean au dossier de crédit. Puis quand ça va reprendre, que vous allez recommencer à faire de l'argent, ben vous allez juste peut-être, oui, vous serrer un petit peu plus la ceinture pour pouvoir repayer ce 3 000 $-là. Puis c'est vrai, entre toi et moi, là, le 3 000 $ de dépenses, ça, c'est quand tu avais besoin de sortir pour aller travailler, donc l'essence, la voiture, l'entretien de la voiture. Tu avais besoin des lunchs, donc souvent des lunchs, des restaurants, des activités parce que tu sortais. Là, on est pogné en dedans. Fait que c'est quoi tes grosses dépenses? Netflix, ton épicerie, ton Internet, puis tu te promènes presque plus en char. En plus, le gaz, il vient. Hey, j'ai jamais fait ça. Fait un plein à 40 $. C'est fou, là. J'ai capote, là. Je pense que ma première voiture, ça me coûtait plus que ça, là. Ouais. C'est n'importe quoi, là. Les dépenses que tu avais avant sont plus. À part ton loyer, c'est sûr, là. Le loyer ou l'hypothèque, le reste des dépenses ont grandement diminué, là. Fait que il n'y a pas de raison tant que ça devoir demander un report de l'hypothèque puis des cartes de crédit. Fait qu'évitez ça le plus possible. Pour ceux qui, mettons, quand on sort de la COVID, ouais. La meilleure chose que je pourrais vous dire, là, c'est de vraiment prendre le temps de vous structurer financièrement parlant pour le crédit. Donc, un truc qui peut être bien intéressant, là, les cartes de crédit, là, laissez ça chez vous. Puis, probablement que les gens s'en sont rendus compte, là. Les gens, avec le confinement, là, il y a beaucoup de... on n'a plus le temps le goût d'aller au cinéma, d'aller au restaurant, de faire les grosses activités qui coûtent full cher. On dirait que ça a fait comme un retour un peu plus aux sources normales, si je peux dire. Fait qu'après la crise, techniquement, tu peux facilement continuer comme ça un peu. Tu dis, ah, ben là, je vais travailler. OK, oui, je me fais des lunchs. Plutôt que d'aller au restaurant, c'est pas bien plus compliqué, puis ça coûte beaucoup moins cher. Fait que ça va être plus facile d'avoir un train de vie beaucoup plus normal financièrement parlant. Oui, parce qu'on va développer cette nouvelle habitude-là, justement. C'est ça. Fait que de garder les cartes de crédit à la maison, de payer à débit pour être sûr de ne pas s'endetter, puis maîtriser les dossiers de crédit, apprendre réellement comment ça fonctionne. C'est la meilleure chose que vous pouvez savoir. C'est vrai, dans ce qu'on s'était dit qu'on devrait parler, le ratio d'utilisation du crédit. Hyper important à comprendre ça. Fait que ça, c'est un devoir. Là. Si vous m'avez jamais vu, entendu parler ou connu ou écouté de mes vidéos ou quoi que ce soit, là, ratio d'utilisation du crédit, là, c'est hyper important à comprendre. C'est un des facteurs les plus importants. Bon, vas-y, mais explique-nous le devoir pour les gens. Là. Pendant le c'est quoi le devoir qu'ils ont à faire par rapport C'est ça. Donc, le devoir, je vais l'expliquer après parce qu'il faut comprendre la raison de pourquoi on le fait. Okay. Donc, le ratio d'utilisation du crédit se calcule selon les dettes que vous avez sur les limites de crédit accordées. Ça, c'est calculé sur les cartes et marges de crédit. Donc, je donne un exemple très simple, OK? Tu as une carte de crédit de 10 000 $, tu as 5 000 $ d'utiliser dessus. Fait que tu es à 50 %. 5 000 sur 10 000, 50 %. Au dossier de crédit, c'est hyper mauvais, OK?
Donc, si tu appelles, mettons, pour faire augmenter ta limite de crédit, c'est sûr que ça ne sera jamais comme ça, mais mettons que là, on dit que ta limite passe de 10 000 à 20 000. C'est juste parce que c'est plus facile pour moi à calculer, là. Fait que tu passes de 10 000 à 20 000, mais tu gardes le même 5 000 de dette. Ton ratio d'utilisation du crédit est de 5 000 sur 20 000. Fait qu'à ce moment-là, il passe de 50 qui était avant à 25 Juste le fait de faire augmenter la limite comme ça fait en sorte de diminuer ton ratio d'utilisation du crédit qui fait augmenter ton pointage de crédit. Ça, c'est super important à comprendre. Puis là, mettons que tu vas chercher une autre carte de crédit. Puis là, pour faciliter encore l'exemple, je veux dire une carte de crédit de 20 000. Fait que là, tu te retrouves avec 5 000 de dette sur 40 000 de disponibles. Donc, 5 000 sur 40 000. Tu arrives à un ratio de 12,5. 12,5, c'est excellent pour le pointage des crédits. Donc, ce que ça veut dire, ça, c'est que vous devez avoir, on s'entend, les soldes les plus bas possibles, avec les limites de crédit le plus élevées possible, avec un maximum de cartes de crédit. Ben, je veux dire, avec le plus de cartes de crédit. Donc, votre devoir actuellement, c'est pas compliqué si vous ne l'avez pas fait, appelez votre banque. Ne demandez pas à faire reporter les paiements. Appelez pour faire augmenter la limite de crédit. Fait que le fait d'augmenter la limite de crédit va améliorer votre pointage de crédit. À travers le temps, c'est sûr que là, je ne veux pas que vous vous pitchiez. Ben, en fait, pour la demande d'augmentation de limite, il y a un petit discours, là, c'est genre sans enquête de crédit. Je voulais savoir si, selon les informations que vous aviez, il était possible d'augmenter ma limite de crédit. Sans enquête de crédit. Sans enquête de crédit. C'est ça. Fait que tu ne veux pas qu'il y ait des vérifications. Fait que comme ça, tu vas te faire dire oui, non, peut-être. Et comment? Dans le fond, pas d'enquête de crédit chez Equifax ou TransUnion. Non, c'est ça. Pas d'enquête de crédit tout court. C'est juste avec les informations qu'ils ont. D'habitude, c'est ça. Eux autres, ils ont tout le temps une marge de manœuvre, puis ils disent il faut souvent que tu les appelles pour savoir si tu as la possibilité d'augmenter. Souvent, ils vont t'augmenter de 500 à 2000, 3000 $. Des fois, je vois du monde qui augmente de 5 et 10 000 là. Mais c'est des cas particuliers. Mais la majorité du temps, ça tourne aux alentours de 500 à 2000 $. Fait qu'à tous les 6 mois, vous appelez pour faire augmenter les limites de toutes les cartes de crédit que vous avez. À travers le temps, allez chercher davantage de cartes de crédit. Puis là, je ne parle pas de marge de crédit, mais vraiment juste des cartes de crédit. Parce que par rapport au ratio, plus vous avez de cartes de crédit, plus votre capacité, les limites de crédit accordées sont élevées parce qu'ils parlent en globalité. Donc, ça va améliorer vos ratios. Puis ça démontre aussi à la banque que tu es capable de gérer tout ça. Ben, c'est ça aussi. Parce que aussi, il y a un autre facteur qui est les historiques de paiement. Les historiques de paiement, c'est le facteur le plus important. Mais pour avoir des bons historiques de paiement, il faut que tu aies des choses à payer. Pour avoir des choses à payer, il faut que tu aies dépensé. Pour avoir dépensé, il faut que tu aies quelque chose pour dépenser. Donc, si tu dépenses une carte de crédit, ben, tu vas avoir un historique par mois qui se crée. Si tu as 5 cartes de crédit, ben là, à ce moment-là, tu as 5 historiques qui vont se bâtir à tous les mois. Donc, c'est le même principe. Tu veux te construire ta maison, puis tu es tout seul à la construire. Mettons que ça te prend 1 an à construire ta maison tout seul. Si vous êtes 2, ben, ça va peut-être prendre 6 mois. Si vous êtes 3, ça va peut-être prendre... C'est sûr, ça ne va pas toujours en diminuant proportionnellement, mais ça devrait prendre moins de temps. Si vous êtes 4, ça devrait prendre moins de temps aussi. Puis si vous êtes toute une équipe, ça va aller vraiment rapidement. J'ai vu des maisons qui se construisaient en 1 mois. En 1 mois, on s'entend-tu qu'ils ne sont pas 2 dedans? Non. Ils sont préparés. Mais c'est la même affaire avec les dossiers de crédit. En ayant plus de cartes de crédit, plus d'historique de paiement, à ce moment-là. Crédit plus rapidement avec plusieurs cartes de crédit. Exactement, c'est ça. C'est pourquoi les marges de crédit, il faut faire attention parce que les marges de crédit, si tu mets de l'argent dedans, c'est considéré comme de l'endettement. Ce qui veut dire que tu n'as pas été capable de payer tes cartes de crédit. Fait que pour économiser de l'intérêt, tu l'as mis sur ta marge de crédit. Fait que c'est mal vu déjà, 1, à la base. De 2, tu payes de l'intérêt. Si tu vas avoir un solde, ça veut dire que tu payes de l'intérêt parce que tu payes de l'intérêt dès le moment où tu utilises la marge de crédit. Et de 2, au financement, pour ce qui est des cartes de crédit, ils vont utiliser, habituellement, ça varie entre 3 et 5 % dépendant des banques, entre 3 et 5 % du solde de la carte de crédit. Tandis que pour les marges de crédit,
il y a certaines institutions financières qui peuvent aller jusqu'à prendre 3 à 5 de la limite des crédits. Même s'il y a zéro dedans, ils vont calculer dans les ratios d'endettement un certain montant. Fait que si tu as, mettons, 100 000 de marge de crédit, qui prennent 3 ben là, ils vont prendre 3 000 qui vont mettre ça directement dans votre ratio d'endettement. Puis là, il y a comme plus grand monde qui passe au financement. Donc, c'est pour ça que les marges de crédit sont quand même à éviter. Fait que ça, c'est comme après COVID, là, même, augmenter les limites de cartes de crédit, aller chercher graduellement, pas trop souvent, parce que si vous allez chercher plein de cartes de crédit, vous allez scraper votre dossier. Fait que, mettons, à tous les 6-9 mois, vous pourriez aller chercher une carte de crédit, une nouvelle carte. Si vous avez un bon pointage de crédit, là, si vous avez plus de 720, là, puis que vous n'avez pas besoin de demande de financement ou qui s'en vient dans les prochaines semaines, prochains mois, ben, pensez à une nouvelle carte de crédit. Vous prenez la carte de crédit puis vous payez. Fait qu'à ce moment-là, ça vous permet de pouvoir bâtir vos historiques, avoir accès à des limites de plus en plus élevées. Puis d'un autre côté, ben, si vous vous retrouvez à un moment donné, j'ai quelqu'un que je connais qui a 150 000 juste en carte de crédit. OK. On s'entend-tu que si on sait comment les utiliser, ça peut devenir une bonne source de liquidité pour être créatif, si je peux dire ça comme ça, pour trouver ta mise de fonds pour investir en immobilier. Pour faire un flip, financer le flip, les matériaux, les travaux, peu importe. Exactement. C'est sûr qu'il y a des façons de faire. Là. C'est pas, tu ne prends pas l'argent des marges des cartes de crédit pour faire une mise de fonds pour un immeuble à long terme. Tu fais pas ça non plus pour dire j'achète. Il y en a beaucoup qui font ça, c'est vrai, c'est une petite affaire qui peut être intéressante. Là. Si ça sauve une vie, ben pas une vie, là, mais un financement, cette vidéo-là va être bonne pour ça. C'est qu'il y en a beaucoup qui vont dire ah, j'achète mon immeuble, il est financé, c'est correct. Je prends mes cartes de crédit, marge de crédit personnelle pour acheter les matériaux pour faire mon optimisation. Fait que là, tu crées de l'endettement. En disant que en mettant, mettons, 25 000 de rénovation, l'immeuble va prendre 75 000 de valeur. Ben moi, j'ai 50 000 que je suis content. T'sais. Mais les banques, quand tu vas arriver au refinancement, ils ne vont pas prendre ça en considération. Ils vont prendre le montant total de ton financement hypothécaire, du nouveau financement hypothécaire. Ils ne prendront pas l'ancien. Mais ils vont prendre aussi en considération toutes les dettes que sur tes marges et cartes de crédit. Fait que même si le fait d'aller chercher la nouvelle hypothèque va te permettre de rembourser tes cartes et tes marges de crédit. On s'entend, nous autres, on va comprendre que tu vas chercher l'hypothèque, tu prends l'argent, tu rembourses tes cartes et tes marges de crédit. 1 plus 1 égale, on le comprend. Là. Mais aux banques, au financement, ils vont prendre dans tes ratios d'endettement ton versement hypothécaire, ton versement des marges de crédit, puis ton versement des cartes de crédit, en prenant en compte que l'argent que tu vas aller chercher de plus, tu ne le prendras pas pour payer tes cartes et tes marges. Exact. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait pogner, puis là, ils disaient ah, ben oui, regarde, je suis capable de. Ma banque me permet de financer jusqu'à 500 000. Avec la situation actuelle, j'achète un immeuble de 400 000, je mets 25 000 de réno, il vient qui vaut 550 quelques mille. Puis là, je vais au refinancement, puis finalement, ils ne veulent pas me refinancer. Pourquoi? Ils me dit qu'ils pouvaient me financer jusqu'à 500 000, mais non, c'est pas vrai. C'est parce que là, c'est rendu que tu as le nouveau financement, plus le 25-50 000 de travaux que tu as mis en carte de crédit. Exact. Ça, tu n'avais pas ça avant que tu as fait ta préapprobation qui te donnait 500 000. Là, avec les cartes et marges de crédit, peut-être que ton financement, ils vont peut-être même te dire, ben là, techniquement, selon tes ratios, c'est toi qui devrais nous donner de l'argent parce que tu es déjà trop endetté sur ton hypothèque actuelle. Donc, il faut faire attention. On peut utiliser les cartes de crédit. Il y a des façons de faire pour pouvoir camoufler ces cartes de crédit-là, ces dettes sur ces cartes de crédit-là. Il y a une façon de faire pour y arriver. Sinon, il y a une autre technique où est-ce qu'on peut tout simplement créer une société par action. On crée la société. On va chercher des marges de crédit spécifiquement pour cette société-là. Puis encore une fois, il y a une structure, il y a une façon de faire que je n'expliquerai pas là parce que juste dans ma formation, où est-ce que j'explique tout comment faire, j'ai un document de 9 pages d'explication pour comprendre tous les concepts. Un avis fiscal qui explique comment pas se faire pogner par l'impôt. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui faisaient l'erreur et ne voulaient pas payer un fiscaliste pour savoir quoi faire, quoi pas faire avec ce cash-là.
Fait que moi, je l'ai payé le fiscaliste pour avoir l'avis fiscal pour être sûr que tout le monde soit sur la coche point de vue fiscal. Puis j'ai les documents légaux pour être capable de faire les transactions nécessaires pour être capable d'utiliser ces liquidités-là. Fait que je peux pas juste dire, ben va à telle banque puis tu vas être capable d'aller chercher tes marges de crédit. Si je fais ça, vous allez vous planter, c'est sûr. Là. Fait qu'il y a une procédure à suivre. Là. Mais il n'y a pas un délai, techniquement, il ne faut pas, mettons, avoir sa première année fiscale pour pouvoir... C'est plus difficile si tu as... Au contraire. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci tout le monde pour votre écoute. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre plus bas. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions, mais surtout de vous donner la bonne information. J'ouvre une petite parenthèse. Mon but avec ma chaîne n'est pas simplement de vous divertir, mais au contraire, mon but c'est de vous aider en vous donnant l'information, mais surtout pour ceux qui sont prêts à passer à l'action, pour ceux qui sont prêts à passer à un autre niveau, que ce soit pour vendre ou acheter. Mon but est de vous assister, de vous accompagner pour vous assurer d'avoir une belle transaction gagnante. Donc, n'hésitez pas à me contacter directement. Mes informations sont plus bas. Envoyez-moi des messages sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Christopher Salador, vous allez me trouver, ou sinon sous le nom de Better Call Chris. Pour terminer, aimez, commentez et partagez la vidéo avec les gens que vous savez que ce contenu pourrait servir. Et c'est Christopher Salador, votre courtier immobilier, en plus d'être votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier. Merci tout le monde. Et pendant qu'on y est, juste avant de passer à autre chose, j'ai cette vidéo-là et cette vidéo-là qui pourrait être vraiment intéressante pour vous aider à vous structurer ou à planifier votre prochaine transaction. Alors, je vous recommande fortement d'aller écouter soit celle-là ou peut-être même celle-là. De toute façon, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, Better Call Chris.